ces sujets. Je voudrais simplement, dans mes remerciements, ne pas oublier nos sponsors, notre grand parrain, NetCity, qui n'a pas pu se rendre présent pour dire quelques mots, mais également l'ensemble des sponsors qui nous soutiennent, ainsi que le CIMI, qui est notre fidèle partenaire pour l'organisation de cet événement. L'Assemblée générale de l'ADI qui vient de se tenir a été l'occasion pour moi de confirmer, c'était annoncé depuis quelque temps, que je ne pouvais être candidat à ma succession à la présidence de l'ADI. Je voulais vous dire à toutes et tous ici présents à quel point j'ai apprécié au fil des 6 années que j'ai passées à la tête de cette association, les relations que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Soyez-en remerciés. Je demeure dans la vie professionnelle et nous aurons donc l'occasion de nous revoir. Et je demeure, si l'ADI veut bien me supporter encore quelque temps, évidemment très présent auprès de cet enfant que j'ai contribué à élever avec bien d'autres autour de moi. Passez une excellente soirée et encore merci à nos orateurs. Merci. Merci Christian Clairet. Effectivement, l'enfant a bien grandi, cette association qui fonctionne bien, et on le verra tout à l'heure quand vous nous rejoindrez pour la remise des trophées. Mais je l'annonçais, d'abord un premier temps dans ce rendez-vous annuel, c'est la conférence débat, et je vais inviter nos 3 intervenants à nous rejoindre. François-Michel Lambert, qui est le président de l'Institut de l'économie circulaire, député des Bouches-du-Rhône, récemment réélu, et il a pu distraire un peu de temps dans un agenda parlementaire très chargé en ce moment. François Berthière, qui est le président-directeur général de Bouygues Immobilier. Et puis Pierre-André de Chalandard, qui est le président-directeur général du groupe Saint-Gobain. Voilà, messieurs, prenez place. Et donc, on va essayer de répondre à cette question qui nous est posée par les directeurs immobiliers. Allons-nous vers un immobilier jetable, avec ce sous-titre « Le cycle vertueux de l'économie circulaire peut-il s'appliquer à l'industrie immobilière ?» S'applique-t-il déjà? Peut-être, avant de rentrer dans le débat, François-Michel Lambert, vous qui êtes le président fondateur de l'Institut de l'économie circulaire, et qui souhaitait initier un changement profond de notre modèle économique. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, vous êtes actif, vous avez même créé un club des parlementaires pour l'économie circulaire. Alors, on a la chance d'être en pleine actualité, puisque hier et aujourd'hui se tenaient à Paris, à la Maison de la Chimie, les assises nationales de l'économie circulaire, et le ministre Nicolas Hulot y a fait des annonces. Peut-être d'abord un rappel et un essai de définition de ce qu'est l'économie circulaire et de ses enjeux. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir organisé autour de votre rendez-vous le sujet de l'économie circulaire dans l'immobilier et plus généralement dans toute la filière BTP. C'est un sujet majeur. C'est en résonance avec ce que indiquait tout au long de la campagne le président Emmanuel Macron. Je veux que la France soit le pays leader de l'économie circulaire. Donc, quand les acteurs économiques, les acteurs de façon générique, se mobilisent sur un sujet, et notamment vous qui êtes dans la partie la plus majeure de la question des ressources, de la question de l'économie circulaire, je ne peux que me satisfaire. Quelques jours après ma réélection, comme vous l'avez indiqué, nous partons sur de très bons pieds. L'Institut de l'économie circulaire, rapidement, a été fondé il y a un peu plus de 4 ans, avec des acteurs qui viennent du monde économique. Donc, pour rester un peu dans votre domaine, je saluerai le syndicat français de l'industrie cimentière, avec des acteurs qui viennent de collectivités. Je pense notamment à la métropole du Grand Paris, avec qui nous avons signé un partenariat pour vraiment en faire une stratégie de mutation de territoire et une stratégie de conquête économique, avec des organismes de formation, Catch Business School, une école à Marseille et Bordeaux, les fédérations des recycleurs et la fondation Nicolas Hulot. Donc on a un ministre qui est bien au fait du sujet. Les enjeux, très très rapidement, notre planète, comme dit Nicolas Hulot, c'est un vaisseau dans l'espace, en ressources limitées. Si nous avons une attitude de cow-boy, eh bien très vite nous n'aurons plus les moyens de notre développement. Nous devons avoir une approche de cosmonaute, donc pas une approche négative, mais une approche de gestion
des ressources planétaires. C'est tout l'enjeu, sinon nous allons directement dans une pénurie et à ce moment-là, ce seront des contraintes extrêmes. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Pour être un peu plus précis, au début, c'est une pensée qui est en train de se bâtir. Ça fait à peine 20 ans que le mot a émergé dans le monde anglo-saxon, circular economy, ça a été facile de traduire. Il n'y a pas encore beaucoup de travaux scientifiques, des bases posées, mais en quelques mots, c'est bien plus que trier des déchets. C'est au contraire une économie qui se tourne sur la ressource. C'est comment on fait en sorte de mieux exploiter les ressources, de mieux les préserver, de mieux les transmettre, de créer de l'efficience autour de la ressource, des ressources. L'Institut de l'économie circulaire travaille sur ce point. Je ne détaillerai pas tous les éléments, mais entre une commission juridique, au niveau de l'Europe, les achats publics, mais aussi des commissions plus spécifiques. Et nous allons lancer, je crois que c'est le 30 juin, donc c'est après-demain, une réflexion autour de toute la filière BTP. Nous en avons sur la filière agroalimentaire, d'autres sur les eaux usées, pour produire. L'Institut a produit à peu près ou participé à la moitié de ce qui a pu s'écrire en France sur l'économie circulaire. Et il y a tout un corpus à construire. L'Institut est aussi lobbyiste et dans la loi transition énergétique, vous avez dû noter qu'il y a un chapitre entier dédié à l'économie circulaire. C'est lié au lobby que nous avons pu faire, qui a généré ce chapitre et qui l'a construit et qui en a donné corps. En France, donc, nous avons cette loi de transition énergétique, j'y reviendrai. Nous avons l'Europe qui en fait un enjeu majeur et au niveau également de la COP22, au niveau du G7, c'est un sujet qui revient de façon très récurrente parce que la question des ressources, on parle beaucoup du CO2 avec les changements climatiques, mais il y a aussi la question de l'accès aux ressources qui devient de plus en plus contrainte et dans certains territoires, et je crois que vous le savez mieux que moi, notamment tout ce qui est sable et granulat, il y a des contraintes en termes d'accès. L'économie circulaire est aussi éminemment territoriale, c'est-à-dire qu'elle renvoie la question au mode de développement. Ça ne doit plus être des modes unifiés que l'on déploie en tout lieu, en tout point, parce qu'il s'appuie sur 2 points, et je suis très insistant sur ça. Il s'appuie sur, évidemment, les ressources disponibles dans le territoire, qu'elles soient intrinsèques ou qu'elles soient liées à la consommation, à la production du territoire, donc les flux entrants dans ce territoire. Donc on doit regarder les ressources spécifiques d'un territoire, et moi, provençal, je dois regarder par rapport à ce qu'il y a dans ma Provence et non pas ce que fait et ce que font en Alsace, en Bretagne ou ailleurs. Et puis surtout, par rapport aux hommes et aux femmes de ce territoire, aux cultures du territoire, aux us et coutumes du territoire, à la mobilisation, à la façon dont les gens se rassemblent, à la façon dont on a des approches en termes de production, de consommation dans ces territoires, c'est extrêmement important. L'économie circulaire est complexe. Elle nécessite des échanges entre les uns et les autres. Elle nécessite de brasser des compétences, de brasser des passions, d'emmener les gens. Et donc, nous devons avoir une approche territoriale. Un autre élément, pas en contrepoint, mais aussi en perspective, c'est que ce sont des modèles extrêmement complexes. Une économie linéaire, je le fais à gros traits, vous me pardonnerez, une économie linéaire, c'est une économie de stock. Ceux qui avaient les stocks sont les puissants. Stocks miniers, pétroliers, stocks de produits finis, et leur ambition, c'est soit de trouver des nouveaux marchés, soit que leurs produits soient vendus et détruits pour continuer à vendre. L'économie linéaire, c'est la circulation des ressources, c'est l'efficience sur les ressources. Pas obligé de détenir le stock ressources. L'efficience, la capacité à utiliser, à partager les ressources, à en faire un meilleur usage est extrêmement important. Et donc, c'est une économie extrêmement complexe. Il nécessite beaucoup d'informations instantanées, de traitement d'informations pour décider la meilleure orientation de l'usage ou de la ressource ou du produit qui contient la ressource à l'instant présent. Et donc, le numérique, la révolution numérique est un atout majeur. C'est la fusion entre les deux. Et d'ailleurs, l'Institut lance des réflexions, des études, des pré-études sur comment rapprocher tout ce qui se fait dans la révolution numérique, tout ce que l'on peut voir et qui fait d'ailleurs beaucoup de médias, avec la question des ressources, parce que l'un va avec l'autre. La performance de la ressource se fera sur la performance numérique, sur la performance que nous pourrons déployer en ce terme.
pour finir, parce que je vais essayer de ne pas être trop long, dans la loi transition énergétique pour une croissance verte, j'ai oublié de dire que l'économie circulaire est aussi dans la loi NOTRe. C'est la loi de nouvelles responsabilités des régions, notamment des territoires. C'est-à-dire que les régions ont aujourd'hui la responsabilité de dessiner, de poser des schémas d'usage des déchets avec une approche économie circulaire. Certaines régions, et notamment la région Bretagne, ont inversé ce que la loi leur demande et ont dit on ne parlera plus de déchets, nous allons faire des schémas d'usage des ressources et de meilleure exploitation, de créer des opportunités, de créer de la valeur sur les ressources de notre territoire. Donc, l'autre loi importante, c'est dans la loi transition énergétique. Il y a un chapitre entier avec différents éléments. Vous connaissez certainement mieux sur les objectifs en termes de BTP, mais il y a un amendement important. Nous en avons parlé avec le ministre hier. C'est la France doit se doter d'une stratégie de transition vers l'économie circulaire. Je ne vais pas vous dire ce qu'est une stratégie. Une stratégie, vous vous donnez des objectifs. En l'occurrence, l'objectif, c'est aujourd'hui, un Français, c'est 1,5 planète nécessaire pour garder notre niveau de vie. Nous voulons même l'augmenter, mais nous devons parallèlement à ça faire baisser notre consommation matière. Donc on va dire à 2050, augmenter encore et encore le PIB et le niveau de vie français, mais arriver à seulement un besoin de 1 planète par Français. Un objectif de long terme qui se décline et qui s'appuie sur des leviers d'action. Donc, au niveau de l'État, les leviers de l'action sont sur 4 points. La fiscalité, des fiscalités incitatives ou dissuasives. Par exemple, la réparation, la TVA est trop forte, baisser la TVA. Ou inversement, dissuasive, la taxe carbone est un bon point parce que le gaspillage de ressources, c'est un gaspillage d'énergie. Et donc, la taxe carbone viendra impacter des mauvaises pratiques. Deuxième levier, je fais relativement vite, c'est la réglementation. Alors, je crois que là, on est servi. On a une réglementation qui nous a protégés d'un point de vue sanitaire et sur les impacts environnementaux, mais qui aujourd'hui est extrêmement contraignante. Donc revoir les réglementations, libérer, peut-être des réglementations aussi de contraintes sur les mauvaises pratiques, des réglementations qui permettent au contraire de nouvelles approches, de nouveaux systèmes organisationnels, de mieux partager les ressources, de mieux les utiliser. Troisième levier, c'est les incitations. Donc les incitations, c'est les achats publics. Les incitations, c'est les aides publiques qu'il peut y avoir pour de nouvelles pratiques, pour des expérimentations. Les ECV, je crois savoir que le ministre, non, je sais que le ministre l'a annoncé, notamment lancer une ECV, c'est Engagement pour la croissance verte. C'est pour ne pas dire Green Deal. C'est un Green Deal, c'est-à-dire entre l'État et des acteurs d'une filière, et signer la possibilité d'expérimenter de nouvelles pratiques pour aller plus loin dans la performance autour des ressources. Et donc hier, le ministre a annoncé qu'avec Saint-Gobain, il y aurait un nouvel ECV, un nouvel engagement pour la croissance verte, pardon pour l'acronyme, sur les verts plats, afin d'être beaucoup plus performant dans cette filière. Donc voilà. Et le dernier point, je mets toujours à la fin parce que ça me semble le plus important, c'est l'information, l'éducation, la formation. C'est la capacité à changer les comportements. Nous sortons d'une société où nous sommes plutôt dans une approche de surconsommation, de gaspillage, de moindres notions sur l'usage de la ressource, de moins regarder la ressource, donc changer les comportements de façon générique, mais aussi de formation en compétences. De nouveaux métiers, on parle de 300 à 500 000 emplois à créer, sont à venir. On les voit émerger. Par exemple, tout simplement, en déchetterie, on voit émerger des valoristes. Donc, ce n'est plus des agents d'accueil qui surveillent peu ou prou, c'est des personnes qui savent que ce qui est apporté en déchetterie, quelles sont leurs valeurs et qui font en sorte de pouvoir les orienter au mieux pour un meilleur usage derrière. Par exemple, du verre plat, pour rester. Et donc, ça est extrêmement important. Hier, et pour en finir, le ministre Nicolas Hulot, je vous ai expliqué quelle était sa trajectoire sur le sujet, a été extrêmement clair. Dans le plan climat qu'il va proposer, le premier volet sera sur l'économie circulaire, puisque moins de gaspillage, un meilleur usage de ressources, c'est moins d'impact, moins d'énergie, donc moins d'impact CO2. Donc ça a totalement son sens dans le plan climat. Il est extrêmement volontariste. J'ai la chance de le connaître bien et de travailler étroitement avec lui depuis plusieurs années. Le président de la République en a fait un marqueur de sa vision tant économique qu'environnementale. C'est la fusion des deux.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'accélérer. Et c'est pour ça que je suis très heureux, quelques heures après, d'être ici avec vous. Et nous allons accélérer ce soir. Merci. Merci François-Michel Lambert. Alors, vous avez rappelé quels sont les 4 leviers de l'économie circulaire. Rappelez aussi que c'est aujourd'hui un axe politique fort, mais aussi un axe économique. C'est aussi des marchés qui se créent avec des filières. Alors, Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain, mais aussi un patron qui est engagé depuis longtemps dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je voyais que vous aviez même publié au moment de la COP 21 un livre au titre explicite, Notre combat pour le climat, un monde décarboné et en croissance. C'est possible. Et quand on préparait le débat, vous me disiez que le secteur de l'immobilier et de la construction était directement concerné puisque à l'échelle mondiale, il produit 40% du volume des déchets. C'est dire l'importance de votre secteur quand on aborde la question de l'économie circulaire. Comment vous, aujourd'hui, patron de Saint-Gobain, vous abordez cette question ? Alors, je vais répondre sur Saint-Gobain, mais plus généralement, si je prends la question qui est posée, le cercle vertueux de l'économie circulaire peut-il s'appliquer à l'industrie immobilière? Je vais répondre d'abord, il doit s'appliquer à l'industrie immobilière, puis après, il faut voir comment il peut. Mais la première chose, c'est qu'il doit. Et donc, par rapport à tout ce que vient de dire monsieur le député, c'est que je crois que le secteur immobilier joue un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Si je prends, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est très lié. Vous en avez parlé, le sujet du climat, qui est très lié à l'énergie. 40% de la consommation d'énergie en Europe, c'est dans les bâtiments. 40% des déchets au niveau mondial, c'est en tonnes. Alors, ce sont des déchets du bâtiment. Avec un parallèle dans les deux cas, c'est que dans les deux cas, les solutions techniques pour régler les problèmes sont beaucoup plus faciles que dans d'autres secteurs. On sait faire des bâtiments, même on réfléchit aux bâtiments à énergie positive. Donc on sait faire des bâtiments. Et là, de ce point de vue-là, dans le neuf, la RT 2012 a permis maintenant de diviser par 4 ou 5, donc de réduire de 80% en moyenne la consommation d'énergie. Donc on sait faire. De la même manière, si je prends le sujet de ce soir, l'économie circulaire dans les métiers du bâtiment, ça suppose qu'on sache quoi faire des produits du bâtiment. Bon. Il se trouve que ça, une bonne partie de ces produits, pas tous, mais une bonne partie de ces produits, c'est le métier de Saint-Gobain. Et ce sont des produits qui sont recyclables. Et alors, il se trouve que dans le cas de Saint-Gobain, ce sont des produits qui ont pour caractéristique qu'ils sont recyclables à l'infini. Le verre est recyclable à l'infini. Le gypse, donc, qui sert pour la plaque de plâtre, est recyclable à l'infini. Donc nos principales matières premières dans le bâtiment sont recyclables à l'infini. Et c'est là que c'est encore plus important, on en a besoin. On en a besoin pour à la fois... parce qu'il y a un problème de ressources qui va se poser. Vous l'avez extrêmement bien expliqué. Mais compte tenu, dans le domaine de l'immobilier, compte tenu de l'urbanisation croissante partout, et du fait que les ressources, les ressources naturelles ne sont pas infinies. Si je prends le gypse, c'est clair. Les carrières de gypse, il n'y en aura pas à l'infini. Donc, la question du recyclage des matières premières et donc des produits du bâtiment devient un enjeu extrêmement important pour aussi continuer à produire, continuer à fabriquer. Alors là, donc c'est évident que Saint-Gobain est impliqué là-dedans. À répondre à voilà. la question donc, et peut-être à remplacer le mot jetable par recyclable. Bien sûr, oui. C'est pour ça que j'ai répondu à la deuxième, parce que la première, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire jetable. Donc un immobilier recyclable. Un immobilier recyclable. Bon. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et aussi parce que ça contribue, si vous voulez, si je prends l'exemple du verre, aussi... à lutter contre le réchauffement climatique, parce que quand vous mettez dans un four verrier du calcin, c'est-à-dire du verre recyclé, c'est beaucoup plus facile à cuire et ça demande beaucoup moins d'énergie que
de mettre des matières premières naturelles, du sable, du carbone soude, ce qu'on met d'habitude. Donc on réduit aussi beaucoup nos consommations d'énergie. C'est pareil dans beaucoup de domaines. Donc c'est en plus vertueux de ce point de vue-là. Et est-ce que c'est moins cher? La réponse, c'est qu'il faut le faire. Alors, la deuxième question, c'est comment on peut et pourquoi on ne le fait pas de façon plus importante aujourd'hui. Et là, j'allais dire, je vais décliner aussi dans le secteur de l'immobilier ce que vous avez très bien dit, les différents leviers. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on n'est pas suffisamment organisé pour le faire. Et c'est relativement facile à faire. Je vais prendre un exemple qui n'est pas, que je connais bien, même si je ne fais plus ce métier, qui est le domaine du verre creux. Aujourd'hui, 80% du verre des bouteilles sont faites avec du verre recyclé, 80%. Et une des raisons les plus importantes, c'est que depuis un certain nombre d'années, en France, alors on a fait avec des modalités différentes dans d'autres pays, des filières de recyclage, et que la filière de recyclage, on le voit bien, sur les bouteilles, elle fonctionne, elle est organisée, elle a fait l'objet d'organisation avec toute une série de mécanismes, alliant d'ailleurs les pouvoirs publics et les acteurs de la filière. Et donc, il faut arriver à mettre ce type de système au point pour un certain nombre d'autres matériaux. Et donc ça suppose de revoir un certain nombre de réglementations, à la fois pour les simplifier, pour les affiner. Et là, il y a sur les réglementations des mises en déchets, des déchets, les classifications des déchets, il y a pas mal de choses à revoir. C'est pas du tout optimisé aussi. Alors, ce qui a été fait sur le verre creux, vous allez le faire sur le verre plat? Alors, c'est plus difficile sur le verre plat et on a besoin d'aide, mais j'y viens. Donc, il faut un peu revoir les classifications. Il faut tout ce que vous avez dit sur l'information, c'est vrai. Et puis, et je crois que ça c'est le plus important, il faut, comme d'ailleurs dans le domaine du climat, il faut un signal prix. C'est le prix du carbone. Et moi là, je suis dans le prix du carbone. Si on veut errer, moi je suis partisan de la taxe. Les industriels disent pas souvent ça, mais moi je suis clairement partisan de la taxe. D'ailleurs, quand on voit dans le transport. Regardez ce qui s'est passé en 1974 entre les Américains et les Européens. Les Américains n'ont rien fait. Les Européens ont taxé l'essence. C'est aujourd'hui 80% du prix de l'essence à la pompe, c'est des taxes. 30 ans après, on consomme beaucoup moins dans les voitures européennes qu'en dans la voiture américaine. Elles sont plus petites. Il y a plus de transports en commun en Europe. Et on peut dire qu'on a abîmé l'industrie des transports. Donc ça marche. Il faut faire la même chose, un signal prix. Et là, aujourd'hui, on envoie le signal prix inverse. C'est pour ça s'il y a une mesure qu'il faut prendre, s'il y a une mesure à prendre, et ça tout le monde n'est pas d'accord, mais ça me paraît évident, et quand je vois la quantité, on fait beaucoup plus de recyclage dans les pays voisins qu'en France, eh bien c'est que aujourd'hui, les solutions alternatives au recyclage sont beaucoup moins chères. Pourquoi ? Parce qu'en France, les taxes sur les mises en décharge, c'est la moitié des taxes sur les mises en décharge aux Pays-Bas ou en Belgique, et c'est le quart de ce qu'on paye en Allemagne et en Angleterre. Donc on est en retard en France aussi à cause de ça. Le signal prix, c'est de faire que recycler soit moins cher que de ne pas recycler. Voilà, alors, donc vous dites structurer des filières et ensuite avoir une approche économique de la filière. Cette filière. Alors après, il faut le faire filière par filière. Et ce que je veux dire, c'est que les industriels comme moi, on est extrêmement demandeurs d'avoir plus de gypse recyclé, d'avoir plus de verre plat recyclé. Pour ça, je salue l'initiative de Nicolas Hulot qui me paraît excellente. On l'a fait dans le verre creux. C'est plus compliqué dans le verre plat, mais on sait faire. Et donc, il faut aussi, ça veut dire qu'il faudra, si c'est bien économique, on va faire plus, par exemple, de déconstruction. Pour pas rentrer dans le vocabulaire de l'assistance, plus de déconstruction que de démolition. Pour pouvoir trier, comme on a trié on trie les ordures ménagères, on trie les bouteilles. Eh bien, il faut que ça devienne, qu'on puisse trier dans le bâtiment. Et ce que vous nous dites, c'est que le bon endroit sur lequel agir, ce sont les mises en décharge, les déchets de chantier. C'est un point qui me paraît aujourd'hui un point bloquant par rapport à d'autres pays. Et c'est compliqué. Il y a de grosses différences il faut prendre toute la gamme. Je ne vais pas la reprendre, mais tout ce qu'a dit Monsieur le député sur les différents leviers, je souscris. Donc c'est une combinaison d'actions. Mais là, je pense qu'il y a aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, si vous voulez, on avance un peu moins vite en France que dans d'autres pays. Il y a un point bloquant et sur lequel qui n'est pas très difficile. Oui, vous qui travaillez sur plusieurs marchés, vous voyez des grosses différences même à Je pense que les Anglais sont en avance par rapport aux Français sur le recyclage, oui.
Si vous voulez, la quantité de plâtre recyclé, ce qui était pour moi pas un mauvais indicateur, hein, elle est plus importante dans les pays alentours qu'en France. Si je prends le verre plat, aujourd'hui, on est à 20-30%. On est sur le verre plat, c'est pas l'élément bloquant. Sur c'est pour ça qu'il faut rentrer dans les détails. Mais globalement, je pense que ce sujet de la mise en décharge est un. D'abord, en plus, on ne peut pas continuer à faire de la terre une poubelle. Hein. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler. Merci. On continue le tour de table avec François Berthière. Je rappelle que vous êtes le président de Bouygues Immobilier. Alors vous aussi, vous êtes engagé depuis longtemps dans des politiques climatiques, environnementales. Hein. Depuis 2006, Bouygues Immobilier a généralisé la certification HQE pour les immeubles de bureaux. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle norme, vous montez aussi en gamme, qu'il s'agisse de bâtiments basse consommation ou d'autres normalisations environnementales. Alors au moment où on préparait le débat, vous avez d'abord commencé par me dire, mais le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Oui, Ça marche. Donc, bonjour à tous d'abord. Effectivement, notre approche sur le sujet, c'est comme pour l'énergie d'ailleurs. Ça vient d'être rappelé par Pierre-André de Chalandard. C'est que le premier sujet, c'est qu'on commence par éliminer la cause du problème ou diminuer son impact. Donc sur l'énergie, on le fait depuis longtemps. Mais l'énergie, effectivement, ça ne produit pas de déchets, encore que la production d'énergie fabrique des déchets. Donc, moins on en consomme, moins dans la chaîne de production d'énergie, on produit de déchets. Mais sur plein d'autres sujets, on peut faire des efforts. Il y a l'eau. Les eaux usées, c'est des déchets. Donc, tout ce qui permet de récupérer les eaux usées, de les réutiliser, d'abord de réutiliser leur chaleur. On récupère de façon à peu près systématique la chaleur des eaux grises maintenant, donc on a un premier bénéfice sur la chaleur. Et puis tout ce qui permet de les réutiliser, en particulier pour l'arrosage, pas des usages domestiques mais non potables, ce sont les sujets qu'on met en œuvre de façon de plus en plus systématique. Alors ça, c'est ce qui concerne la vie du bâtiment, mais dès la conception, vous êtes aussi... Alors la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une époque où on m'avait expliqué que les voitures, ça se vendait au poids. Ça se vendait au kilo. Si vous divisez le prix d'une voiture par son poids, vous arrivez dans un niveau assez constant. Et pareil, tout ce qui permet de gagner du poids, d'alléger les structures, d'alléger les bâtiments, alors c'est particulièrement vrai en travaux publics, mais c'est vrai aussi en bâtiment. Donc toutes les études